Alors, bienvenue au podcast de la deuxième émission, le podcast sur la voie de la rue. Donc, aujourd'hui, on est en compagnie de ma collègue, comme on disait, Bianca Leclerc. Et aujourd'hui, on nous reçoit comme un expert de la profession, parce que le sujet aujourd'hui, c'est la consommation. Donc, Caroline Dubuc de Doremi. Bonjour. Directrice. Et on reçoit l'expert de vécu, Logan Morissette. Allô? Alors, si tu veux nous présenter un peu, qui t'es, Caroline, s'il vous plaît? Oui, bien oui. Donc, Caroline, comme tu m'as bien introduit, directrice du Centre Don Rémy des Appalaches, mais impliquée comme intervenante là, depuis près de 20 ans maintenant, puis à la direction depuis 5 ans. Donc, le Centre Don Rémy, qu'est-ce que c'est? C'est un centre d'intervention en dépendance. On touche vraiment à divers volets. Donc, on débute avec la prévention pour les plus jeunes, 12-17 ans, en milieu scolaire. On a aussi des services plus en réadaptation, on va dire le volet hébergement en réinsertion sociale là, qui s'adresse vraiment aux gens qui sortent de thérapie, qui veulent recréer l'équilibre dans leur sphère de vie. C'est un service qu'on offre avec hébergement ou sans hébergement. Puis, donc, à domicile. Puis, on a aussi nos services en réduction des méfaits, là, qui est au niveau de l'espace 360. C'est des services plutôt d'accueil inconditionnel où est-ce que les gens peuvent se présenter à tous les jours pour répondre à des besoins ponctuels. Donc, ça peut être la douche, la buanderie, des repas, différents dépannages, le matériel de consommation. Donc, on essaie de toucher, là, selon les étapes de la consommation, où est-ce que les gens sont rendus là, pour répondre le mieux à leurs besoins. Grosso modo, ça ressemble à ça. Merci beaucoup. Et Logan, l'expert de vécu. Oui. Bien le bonjour. Merci, bonjour. Allô. Allô. Explique-nous un peu ton parcours de vie, s'il vous plaît. Mon parcours de vie, vu qu'on est dans la consommation, je vais parler de la consommation. Moi, j'ai commencé à consommer, j'avais 15 ans. J'ai commencé à consommer du pot, de la marijuana. Au secondaire, avant mes cours, dans le fond, j'allais à l'école à Beauceville. Puis je marchais pour aller à l'école, puis j'étais avec une amie, puis on fumait avant d'aller à l'école, c'était bien drôle. Par la suite, on fumait de plus en plus sur les heures de dîner. C'est devenu aussi qu'on a essayé d'autres drogues après, parce que, tu sais, on dit souvent « Oh, vous voulez toujours plus? » Bien, c'est vrai, on veut toujours plus. On commence avec quelque chose, puis on veut plus. En tout cas, c'est mon expérience personnelle, là, je sais pas les autres. Mais c'est ça. Après ça, j'ai commencé à aller dans des festivals de musique ou dans des genres de discothèques, là, soirées qu'on danse. Puis j'ai essayé la MDMA. Fait que c'est ça, j'ai commencé à essayer la MDMA, je tripais, ça me donnait, on dirait un kick, là. J'aimais pas les lendemains ben, là. J'étais 2 semaines que c'était vraiment pas drôle. Puis grosso modo, après ça l'a comme déboulé. Je consommais vraiment à chaque jour du pot. Après ça, à chaque fin de semaine, j'avais hâte à la fin de semaine pour prendre de la MD ou prendre de la coke avec de la MDMA. Puis à la fin de mon secondaire, j'ai décidé que je partais dans l'Ouest canadien, me droguer. C'était pas ça le but du voyage initial, mais ça faisait quand même ça partie du voyage. Puis je suis partie dans l'Ouest canadien tout en été de temps. J'ai travaillé là-bas. Puis je consommais à chaque jour. Je consommais que ce soit du moche, LSD, coke, MDMA, du pot. Mon déjeuner, c'était du pot. Du moche, j'en mettais dans des Subway pour que ça passe mieux, le goût qui est si délicieux. Puis c'est ça. Par la suite, quand je suis revenue de l'Ouest, je suis rentrée en thérapie. Puis j'ai arrêté de consommer après ma thérapie, mais j'étais un peu rentrée de force par mes parents. À ce moment-là, je les haïssais. C'était les pires parents du monde. J'allais plus jamais leur parler. Aujourd'hui, ils m'ont sauvé la vie, vraiment. Puis c'est ça, j'ai arrêté depuis 2018-2019. Je suis pas tant bonne avec les dates, là. Tout ce qui est drogue forte, MDMA, coke, LSD, moche. J'ai recommencé à fumer un petit peu de pot dans les dernières années. Puis là, ça fait maintenant 3 ans que je suis vraiment complètement sobre. Je consomme de l'alcool de temps en temps, là, mais c'est ça, je vous dirais que c'est mon parcours de vie. Puis maintenant, je suis très fière de moi. Là. J'ai une bonne job, j'ai un appart avec mon chum, j'ai un chat, puis j'ai une super belle relation avec mes parents. Fait que voici mon parcours de vie en gros. Félicitations. Merci. Oui, félicitations. Merci. Pour commencer, dans le fond, vu que l'émission est commanditée par... La fromagerie La Bourgade et les pâtisseries Kex qu'on voyait en dessous. Vous avez du fromage à déguster éventuellement si vous voulez tout le long de l'émission. Celui-là, c'était quoi donc? Arménien. Arménien. Très bon. Ça coche.
On va commencer avec la première question, parce que vu que le sujet était aujourd'hui, c'est la consommation, on va poser des questions au niveau de justement de tout ce qui peut toucher la consommation de près ou de loin. Fait que on va commencer avec la première. Selon vous, quelles sont les principales raisons pour lesquelles les gens commencent à consommer? Je connais pas les raisons de tout le monde, là, mais moi, par expérience personnelle, c'était vraiment pour combler, on dirait, un manque. Là. Je l'ai su par la suite que j'ai vraiment mal pris la séparation de mes parents quand j'étais au secondaire, puis ça a été vraiment ça, le déclic que j'ai appris plus tard. Mais je pense que c'est ça, c'était pas un manque d'amour, mais juste comme un manque de compréhension, peut-être, puis de m'évader. J'aimais vraiment ça. Je suis le genre de personne, je sais pas s'il y en a beaucoup qui disent ça, mais des fois, j'aimais ça mal buzzer sur le pot parce que j'étais capable de vraiment déconnecter. On dirait que j'avais plus rien qui me faisait angoisser. La seule affaire qui me faisait angoisser, c'était mon mal buzz, que j'avais aucun contrôle dessus. Fait que moi, je pense que c'est ça. M'échapper, un échappatoire, ouais. Fait que, Bien, c'est souvent ça qu'on constate. Hein? Les gens, ce qu'ils nous racontent de leur passage dans la consommation, c'est souvent des soulagements qui vont s'écrire. C'est ceux, en fait, qui vont probablement développer une dépendance. Souvent, les gens vont commencer par dans l'exploration. Là. Leur but ultime, c'est pas de dire « je veux être dépendant d'une substance », mais rapidement, quand ils vont ressentir des soulagements, bien, ils vont être tentés de retourner rapidement vers ce qu'on appelle des solutions plus faciles, des fois, parce que c'est un apaisement quand même rapide. Donc, c'est là que va s'installer un certain cycle là, de toujours tenter de recommencer. Puis de finalement, bien, tu parlais de tolérance tantôt, de dire là, je fumais du pot, ça a augmenté. Bien, souvent, c'est ça, ton corps s'habitue. On dirait que ça fait plus le même effet escompté. Des fois, il peut y avoir un sentiment de culpabilité, diverses raisons. Donc, les gens vont continuer à s'ancrer là-dedans là, avant de constater la raison qui était finalement, c'est parce que je me sentais moins anxieuse quand je consommais ou ça venait soulager quelque chose, sans rendre pas automatiquement compte. Mais ça se fait comme ça. Donc, il y en a qui restent dans l'exploration puis qui ne vont pas aller plus loin où ne s'installera pas la dépendance. On va parler de consommation sociale, récréative, tout ça. Et il y en a d'autres pour qui là, vont aller vers la dépendance. Donc, Fait qu'il y a plusieurs raisons, dans le fond, là, qui peuvent... Bien, il y a des raisons autant qu'il y a d'humains. Des fois, j'aime dire ça. Chaque personne a son histoire, mais grosso modo, ça revient souvent à la gestion des émotions, finalement, là, qu'on n'a pas développé d'autres moyens, où on se sent moins soutenu. Des fois, il y a même de la honte qui s'installe dans la consommation parce qu'on n'a pas envie d'en parler, justement. Tu étais jeune à tes parents ou nos amis, conjoints, tout ça. Donc, oui, il y a beaucoup de raisons, mais ça revient souvent à une gestion d'émotions qu'on ne sait pas trop comment dealer avec ça. Là. Oui. Ouais. Puis comment la consommation influence-t-elle les relations familiales ou amicales? Et moi, je mentais. Je mentais à tout le monde. Puis comme tu dis un peu la honte, j'avais tellement honte de moi que je m'isolais. Je mentais. Veux pas aussi, quand tu as des problèmes de consommation, tu as des problèmes d'argent qui viennent avec ça. Ouais. Fait que tu viens que tu mens, tu vas emprunter de l'argent à quelqu'un. Après ça, tu vas y mentir. Mon compte accédé fonctionne pas, c'est pour ça que t'as pas fait tel virement. Ton compte accédé fonctionne très bien, t'as juste plus une scène, puis on va se dire, hein, les drogues sont pas données non plus. Non, vraiment Sont pas. dispendieuses. Certaines sont dispendieuses. Oui, mais je dirais que moi, ce qui a affecté le plus, c'est le mensonge. Je mentais beaucoup. Fait que par honte. Ouais. OK. Bien, c'est souvent aussi ce qu'on va voir dans les relations familiales parce que c'est pas une fierté d'avouer qu'on consomme, puis on n'est pas toujours prêt à s'en sortir non plus. Donc, ce qu'on craint, c'est de se faire la morale, de se faire imposer des règles, tout ça. Donc, le mensonge va arriver. C'est sûr que c'est des liens familiaux qui vont venir s'effriter avec le temps, le manque de confiance, la perte de confiance aussi. C'est souvent ce qu'on voit. Nous, chez Don Rémy, souvent, on récolte tard les gens qui se sont enfoncés dans la consommation, là, malgré le bout prévention qu'on fait. Donc, souvent, on voit même des gens avec plus aucun lien familial, ils n'ont plus de contact avec leur famille, ils sont vraiment seuls, donc on a à revoir, à bâtir un réseau de soutien. C'est un peu la même chose avec les amis, en fait, parce que les mensonges, on a nos amis de consommation avec qui il n'y a plus de limites, mais il y a ceux avec qui on a des bons liens, on est moins tenté là, de les fréquenter au moment où il y a la consommation parce que pour les mêmes raisons qu'avec la famille. Donc, c'est souvent à rebâtir au complet ces liens-là. C'est ce qu'on voit souvent. Génial. Comment pensez-vous que la société perçoit les consommateurs de drogue? Je pense que c'est mal perçu aux yeux de la société. Je pense pas que les gens sont comme « Hey, yeah, on se drogue à soir ». Je pense que c'est mal perçu. Mais je pense aussi qu'il y a peut-être un manque de connaissances à ce niveau-là. Là. C'est parce que ça fait partie de la réalité. Il faudrait peut-être que... Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais je trouve que
les gens sont pas assez en connaissance de cause, puis c'est pour ça qu'ils jugent. Oui, puis tu sais, je pense que ça dépend aussi du type de substance. Si on parle d'alcool, parce qu'on oublie souvent que ça fait partie des problèmes de dépendance, je pense qu'il y a une grande banalisation de la consommation d'alcool. C'est une consommation qui est vue comme sociale, qui amène du plaisir, tout ça. Puis quand on se met à creuser les habitudes de consommation, avec beaucoup de personnes, on constate que, finalement, peut-être plus proche de la dépendance que je pensais. Puis on a toutes les drogues qui sont plus tabous. Donc, où est-ce que là, il y a plus de honte, de cachette, les gens vont s'isoler, vont consommer seuls ou en petits groupes. C'est encore beaucoup stigmatisé. On entend encore beaucoup, il a juste à arrêter s'il veut que ça marche bien. Mais tristement, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Si c'était si simple, on se ramasserait pas avec autant d'épreuves là, chez les gens qu'on accompagne. Donc c'est ça, de la banalisation parfois, des fois très tabou encore, puis mal compris aussi. C'est pas une question de choix qu'on est rendu vraiment dans un problème de dépendance. C'est plus fort qu'une question de choix, là. Fait que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour bien comprendre ce qui amène la consommation, autant de mensonges, autant de trahison, autant de manipulation. Là. Fait que c'est au-delà d'un choix, selon moi. Là. Oui. Puis selon vous, est-ce que les préjugés aggravent la situation? Je pense que oui. Je pense que oui, vraiment. Bien, j'ai pas le choix de dire oui aussi parce que, en tout cas, je le dis souvent, moi, la consommation, la dépendance, ça fait longtemps que j'accompagne, ça fait quand même pas loin de 20 ans, puis on est souvent la cause mal aimée. Mal aimée, mais très jugée, comme on disait tantôt, c'est très, très tabou encore. C'est un sujet très sensible. Quand on fait de la prévention, des fois, les gens ont l'impression qu'on est du côté d'encourager, soutenir la consommation. En réduction des méfaits, c'est la même chose. C'est pourquoi qu'on distribue du matériel de consommation? Ben non, c'est pas pour encourager les gens qui consomment. Au contraire, nous, on en profite pour tisser des liens, mais aussi pour avoir, des fois, au niveau de la santé physique, tout ça, tous les dommages qui peuvent arriver, bien, si on peut réduire ces risques-là, c'est déjà ça de gagner parce que la personne va consommer de toute façon. C'est une pratique tout autre qu'on ferait avec la prévention. Les adolescents, jamais on serait dans ces approches-là. Donc, je pense que oui, ça comme pour revenir à ta question, ça facilite pas du tout le fait qu'il y a autant de jugements, moins d'ouverture. Puis, je pense que même que tu parlais de honte tantôt, d'en parler à sa famille et tout ça, bien, plus c'est tabou, moins on ose en parler. S'il y avait beaucoup plus d'ouverture à la discussion, de choisir les bons moments, d'avoir un bon ton, d'être bien accompagné aussi, parce que des fois, comme parents, c'est pas évident d'aborder. On est très inquiets pour nos enfants. Donc, c'est sûr que ça amène toutes sortes de réactions. C'est normal. Fait que, oui, je pense que le préjugé est bien là, puis ça facilite pas les choses. Quand ton enfant consomme, on a tout le temps tendance à... Tu vas arrêter, puis c'est ça. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, mais c'est pas ça. Ça se fait pas facile comme ça. Non, pas du tout. Ouais. Qu'est-ce qui peut aider quelqu'un à réduire ou à arrêter de faire sa consommation? Moi, ça a été vraiment l'écoute. L'écoute de ne pas se faire juger nécessairement. Puis, c'est ça. Moi, ça a été beaucoup l'écoute puis le non-jugement. Un peu comme vous faites un peu, puis sûrement aussi dans Rémi, là, de ne pas juger la personne puis de l'accompagner. Oui, puis c'est vraiment ce qu'on va encourager les membres entourage à faire. Il y a peu de services pour les membres entourage, mais quand même, quand on accompagne des gens, puis c'est vraiment un service qu'on aimerait bonifier, là, mais il n'y a rien de mieux que l'empathie, dans le fond, parce que la personne, elle n'a plus de plaisir rendu dans un creux de dépendance où est-ce qu'elle n'a plus d'argent, plus d'endroit où vivre, plus de lien avec personne, c'est vraiment pas le fun. Fait que quand on peut être dans l'ouverture, l'empathie, même si c'est pas facile, je pense que comme membre entourage aussi, il ne faut pas s'épuiser. Il faut savoir nos limites, il faut savoir les respecter. Ça va nous aider à être plus accueillants aussi puis à choisir les bons moments. Fait que je suis d'accord avec toi. L'écoute, l'ouverture, l'empathie. Bien, tranquillement, des fois, c'est parce que ça ne va pas à notre rythme aussi comme membre entourage. On aimerait ça là, qu'il y ait un changement tout de suite, que ce soit comme maman, comme conjoint, peu importe, ou comme papa. Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment, on respecte le rythme, on accueille, puis bien, on essaie d'avancer au rythme de la personne et non pas à notre propre rythme. Vous aidez les consommateurs, mais si une personne, éventuellement, de l'entourage vous appelle, est-ce que vous pourriez donner des conseils, des choses comme ça? Ça va être vraiment un type conseil, par contre. On n'offre pas de suivi actuellement aux membres entourage. C'est vraiment quelque chose qu'on aimerait développer parce que je pense que c'est un grand besoin. Fait que si c'est un parent qui appelle nos intervenants dans les écoles ou qui nous appelle chez Don Rémi, c'est sûr qu'on va prendre le temps d'écouter, de donner certains conseils, mais sinon, on peut référer à nos partenaires, là, comme le Centre de réadaptation en dépendance, qui ont vraiment un soutien familial ou avec le CLSC parfois. Là,
ça dépend aussi. Des fois, la consommation n'arrive pas seule. il y a toutes sortes de choses qui arrivent avec. Fait qu'on essaie de trouver le meilleur expert là, pour accompagner. Mais évidemment, on essaie de ne pas laisser les personnes avec pas trop de réponses. Puis on essaie de soutenir du mieux qu'on peut. Puis qu'est-ce qui rend difficile le processus de demande d'aide? Hey, moi, je te dirais que on vient un peu au même pattern, là, c'est le jugement puis la honte, puis c'est vraiment ça qui a rendu ça difficile parce que il y a quand même beaucoup de ressources qui sont sur place, qui sont là. On les connaît peut-être pas toutes, mais il y en a beaucoup. C'est vraiment, moi, ce qui a été le gros frein, c'est la honte. La honte, OK. Ouais. Puis, tu sais, de se dire, je sais pas, là, t'as pas envie, admettons, d'aller à l'hôpital puis de voir l'infirmière qui était dans ta classe, puis que... Non, c'est... Puis toi, t'es la junkie. Non, c'est pas évident. Ouais, puis la valeur en parler au monde, ou je dis pas que les infirmières Qu'est-ce font qu'elle ça. va aller dire? là, Non, mais c'est toujours... Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça reste que peut-être faire d'être un petit village, une petite ville, petite mettons. ville, Ouais, ouais. c'est ça, ouais. Fait que c'est ça pour moi. Oui, on entend aussi des fois la pensée magique qui dure longtemps. Ah, je vais être correcte toute seule. Ah, je vais me trouver un travail, ça va aller mieux. Ah, je me suis fait une blonde, là, tout va être correct. Puis finalement, ben, ça rattrape en tant que c'est pas réglé. Les problèmes de consommation reviennent. Fait que c'est aussi une des raisons qu'on voit souvent. Puis des fois aussi, c'est de s'avouer qu'on est rendu là. Oui. C'est ça aussi, on l'entend souvent. J'aurais dû venir il y a longtemps. Les gens me disent hey, je pensais pas que ça aurait été aussi facile finalement, tu sais, d'avoir cet accès-là, de rentrer dans un service, de pas me sentir jugée. Fait que les gens attendent des fois peut-être un peu trop longtemps. Mais ouais, c'est ça, la petite pensée de dire je vais être correcte toute seule. Puis, mais... C'est-tu un gros pourcentage de personnes qui s'en sortent seules? J'ai pas de données scientifiques là-dessus, Ouais. mais en tout cas, c'est peut-être plus long quand les gens sont seuls, mais en même temps, je le sais pas trop parce que les gens qui viennent nous voir, visiblement, sont plus seuls. Mais je pense que c'est ça, peut-être que ça étire le processus des fois, peut-être un peu pour rien, parce que finalement, de se rendre compte que c'était pas honteux de venir demander de Ben non, pas l'aide, du qu'ils tout. sont accompagnés. Puis, tu sais, à différents niveaux, ça peut être quand ils vous croisent dans la rue, ça peut être quand ils viennent cogner à notre porte, juste d'en parler à un membre de sa famille. Tu sais, je me dis, au moins, restez pas seul là-dedans, partagez la lourdeur du truc, puis ça va être plus facile à porter, probablement. Logan, est-ce que tu as déjà essayé de combler un vide avec la consommation? Oui, ouais. Lequel? Ben c'est ça, il y a eu la séparation de mes parents que je voulais combler. Puis plein d'expériences un peu. C'est comme... On dirait qu'il y a tout le temps des vides qui se créent après. Là après ça, OK. t'as un parent qui va peut-être arrêter de te parler ou qui va s'éloigner. Fait que là, tu vas consommer plus. Là, tu perds des amis à cause que tu les mentais puis tout ça. Fait que... La peur. Ouais, c'est ça. Toujours Une peur, fait que tu combles tout le temps quelque chose. toujours quelque chose à combler. Ouais, tout le temps. Puis ça... Je pense que ça va arrêter, mais ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ouais. Non, OK. Penses-tu qu'il y a vraiment beaucoup de vide qu'on comble en consommant? Bien, je pense que c'est une des raisons principales. Tantôt, on ramenait à la gestion des émotions. C'est un peu le vide que ça crée, la peur. Tu sais, des fois, c'est la peine. Puis je le vois aussi dans l'autre extrême. Il y en a qui gèrent pas mieux le joie. Dès qu'il y a une occasion de célébrer, faire la fête, ils vont tomber dans une consommation. Fait que je pense vraiment que c'est toutes des vides où est-ce qu'on se sent démunis face à nos réactions. Puis que finalement, bien, ça nous donne l'impression, c'est une illusion, en fait, l'effet de la consommation, qui vient nous faire un soulagement temporaire. Mais absolument, je pense que le vide fait partie de bien des raisons des gens qui consomment. Ouais. Fait que tout peut devenir vite une occasion de consommer. Bien, de plus en plus. Puis là, bien, Logan, t'es peut-être meilleur que moi pour en parler, mais tu sais, c'est ça, c'est ce qu'on voit, en fait. Ah, finalement, j'ai un souper chez quelqu'un, je vais emmener de la consommation. Ah, je suis stressée d'aller chez quelqu'un, je vais consommer. Fait que je pense que toutes les occasions avant d'aller à l'école, mes journées sont longues, je vais consommer. Fait que... Toutes les raisons sont bonnes. Oui, puis il s'en ajoute comme de plus en plus, finalement. Oui. Puis ça aussi, bien, c'est une raison pour se dire « Ah, j'ai une bonne raison de consommer ». Ça enlève un peu de culpabilité là, pendant qu'on est dedans. Fait que... Mais c'est vrai que toutes les raisons sont bonnes parce qu'à un moment donné, tu deviens à un stade que tu te dis « Ah, je vais aller prendre ma douche, ça me tente pas, ben je vais me buzzer avant d'aller dans la douche, ça va être le fun. » Ça va être moins pénible. Je vais cuisiner en fumant un joint parce que ça va rajouter de quoi de plus le fun au final, c'est pas le fun. Là, Non, c'est toujours Ouais. une raison. Non, Ça ouais, recreuse un creux Ouais, toujours c'est par ça. après, hein, ce qui fait Tout qu'on le va temps. reconsommer plus. Ouais. Vraiment. Logan, as-tu déjà mis ta santé ou ta sécurité en danger consciemment à cause de la consommation? Ah, souvent. Oui? Souvent. Ma sécurité, tu sais, quand je suis partie dans l'Ouest,
Je sais pas si c'est bien de dire ça, mais oui, j'ai conduit en état de consommation. Là, je fais plus ça. Je ne conseille pas de faire ça et je ne veux pas que les gens fassent ça. Mais oui, j'ai ma sécurité puis ma santé aussi parce que je veux pas, quand tu consommes ou quand tu es sur un trip, exemple, je parle de la MDMA, ben tu es tellement surstimulé. Puis quand tu es à un festival puis tu décides que tu prends 4 à 5 MDMA dans un festival, il y a des très bonnes chances que tu t'hydrates pas, puis que tu manges pas, puis la santé mentale, elle en prend un très gros coup aussi. Là. Le down de la MDMA le lendemain matin, c'est t'as envie de mourir. Là. Je ne mentirais pas, tu vis la plus belle soirée de ta vie, puis le lendemain, t'as envie de mourir. Ouais, c'est la pire. Ouais. As-tu eu peur de te faire arrêter ou ça te passait pas à l'esprit? Il y a une fois dans l'Ouest que, dans le fond, il y avait d'autres mondes qui nous suivaient, parce qu'on était partis une petite gang, puis eux, ils se sont fait arrêter. Puis nous, on avait bien du stock dans la valise, puis j'ai eu peur à ce moment-là. J'ai vraiment eu peur. Mais, ouais, je pense que c'est ça. T'as tout le temps comme un stress, là, veux pas aussi, là, tu sais, au fait qu'il y a une année que de la MD, c'est pas trop gros, là. Puis tout le monde en cherche, au fait. On se mentira pas, là, quand vous allez dans les soirées électro, tout le monde cherche de la MDMA, fait que rentrer des MD puis les revendre 10$. C'est facile. Ouais, fait que là, j'avais peur des fois, mais on dirait que t'es tellement sur un rush. Le rush d'adrénaline, des fois, il est le fun aussi, fait que c'est ça. Ouais. Y a-t-il beaucoup de monde qui se mettent en danger justement pour la consommation? Bien, je pense que tous les consommateurs se mettent un peu en danger, malheureusement. Bien, il peut y avoir des saines habitudes pour mieux consommer, mais rares sont les consommateurs qui sont vraiment arrivés à un rythme dans la dépendance la gestion de risque est vraiment plus la même. Il y a des consommateurs très responsables, c'est pas ceux qui vont arriver dans un cycle de la dépendance. Là. Fait que la gestion de risque. Tu as parlé de conduite, là, mais tu sais, puis toi, tu l'avoues, mais il y en a combien de gens qui ont conduit? Sous l'effet des drogues, sous l'effet de l'alcool. Puis, tu parlais de santé mentale, là, c'est des effets qu'on voit aussi, puis qui sont rapportés par les membres entourage. Je veux dire, mais il y a un changement de comportement auquel je m'explique pas trop, puis la personne d'avant, elle doit être encore quelque part, je peux pas croire, tu sais, fait que ça laisse des traces, on espère pas permanentes, tu sais, quand la personne arrête de consommer, des fois, il y a une reprise en charge de sa santé physique, sa santé mentale, ses saines habitudes. Malheureusement, des fois, on voit des séquelles qui... C'est malheureux, là, mais fait que la gestion de risque, selon moi, elle touche pas mal tous les gens dépendants. Là. Génial. Est-ce que vous pensez que les services d'aide sont suffisants ou pas assez? Je pense qu'il y en aurait toujours besoin de plus, mais il y en a beaucoup aussi. On est très chanceux, là. On est à une place à Thetford que je pense qu'on en a beaucoup, mais je pense qu'il y en a toujours besoin de plus. Si on pouvait aider chaque personne individuellement, si c'était possible... Ouais, ça serait le fun, mais... Oui, mais j'ai pas le choix d'être d'accord avec toi. Tu sais, on en prendrait plus. On voudrait être plus accessible, on voudrait être plus partout aussi. On parle de prévention, on le fait avec les ados, mais on pourrait tellement le faire avec les adultes. Tu sais, je pense qu'on peut pas être trop présent, puis surtout, si on peut être plus présent puis enlever le préjugé de venir consulter. Puis tu sais, il n'y a pas de mauvaise porte d'entrée pour moi en relation d'aide. Tous les chemins sont bons, finalement. Fait que, selon moi, il n'y en a pas assez. Puis c'est encore un préjugé. Mais c'est quand même mieux qu'avant, je dois dire. Là, on voit une certaine évolution sur l'ouverture du sujet, sur la bonification aussi des services. Fait qu'au moins, ça évolue, mais pas au rythme que je voudrais. Parce qu'un des services que vous avez au Doremi, c'est les intervenants dans les écoles. Oui, c'est ça. À partir de la 6e année, là, où est-ce qu'on commence avec des ateliers. Puis après ça, on est présent là, dans chacune des écoles secondaires. Les intervenants ont leur bureau là-bas, fait que les jeunes peuvent aller, sans rendez-vous, en fait, ils peuvent aller voir l'intervenant. Oui, c'est ça. Fait que puis ça amène aussi une personne repère pour dire, je peux enfin jaser de consommation avec quelqu'un qui ne va pas me punir. Parce que c'est souvent le réflexe qu'on a. Bien, voir que je vais dire que je consomme, ça va être quoi le résultat de tout ça? C'est rare que c'est bien reçu. C'est ça. Fait qu'il y a quand même... bon, ça dépend aussi du risque qui est pris par l'élève, là, mais tu sais, majoritairement du temps, c'est entre l'élève et l'intervenant, puis on les accompagne là-dedans. C'est un rôle de prévention. Notre but, c'est de les informer pour faire les choix les plus éclairés possibles. On n'est pas là pour faire de la thérapie, on n'est pas là pour faire de la réadaptation. Dans ce temps-là, on passe à d'autres collègues. Mais vraiment, si on peut au moins amener assez de facteurs de protection pendant qu'ils sont jeunes pour arriver avec des choix sensés à la fin. Puis si ça dérape, bien, on est là aussi pour soutenir. Là. Fait que oui, on est là dans les écoles, puis on souhaite être là encore longtemps. Oui. Bon, on vous le souhaite. On vous le souhaite, certain. Est-ce qu'on banalise trop les drogues dans la culture populaire?
Bien, je n'ai parlé tantôt un petit peu avec l'alcool, en fait. Est-ce qu'on banalise? Je pense que oui, ça a été une crainte aussi quand on a légalisé le cannabis, de dire, bon, ben là, Tout le monde open. Mais pourtant, tu sais... ça a été... Il y a beaucoup de monde qui l'ont reçu comme ça, mais pourtant, ça se veut être un encadrement. Donc, c'est censé amener encore plus de précision, de prévention, tout ça. Donc, mais selon moi, oui, il y a de la banalisation, surtout au niveau des drogues légales. Les autres, c'est encore caché. Fait que c'est plus dur de faire de la prévention, c'est plus dur d'en parler ouvertement. C'est sûr que chez les consommateurs, c'est souvent banalisé, puis peu importe le type de drogue, mais je pense que la population générale, en fait, c'est encore catégorisé différemment selon la substance. Là. Ouais. Le cannabis, depuis que ça a été légalisé, on a-tu vu une hausse d'augmentation de consommation ou... Non. Non, hein? Ben non. Ça a juste été mieux encadré. C'est ça, c'est un encadrement. Ça s'adresse à des adultes. C'est des substances contrôlées. Donc, je vous dirais que chez le consommateur de rue, ça n'a pas changé grand-chose. Il a gardé ses mêmes repères. Puis il y a une autre catégorie là, qui peuvent se référer, mais encadrée par des lois. Peut-être trop gênés. Il y en a aussi qui ont changé certaines habitudes aussi, de dire si j'ai un moyen d'approvisionnement plus sécuritaire, tu sais, ça a ouvert certaines discussions, mais il n'y a pas eu de hausse marquée. Là, les gens ne se sont pas dit « Hey, enfin, je vais consommer à tous les jours de ma vie parce qu'il y a une SQDC au bout de la rue. » Tu sais. Ça n'a pas amené plus de consommateurs réguliers. Là. Peut-être l'exploration chez certains parce qu'ils étaient moins à l'aise avec le côté drogue de rue. Mais encore là, ça a pas, je pense pas que ça a changé grand-chose, mais ça amène le moyen de faire plus de prévention, fait que ça a quand même un certain avantage de ce côté-là. Ouais. OK. Est-ce que la dépendance est une maladie ou un choix répété? J'ai changé de page. Non, on m'avait déjà dit que c'était une maladie. Vraiment, que toute ma vie, je vais rester une personne toxicomane. Je vais toujours être toxicomane. Puis il faut toujours que je trouve des moyens pour... Puis est-ce que l'envie des fois de vient encore aujourd'hui, peut-être? Ah oui. De fumer ton joint? Oui, vraiment. Puis si je suis dans une place que ça va sentir fort, j'aime encore beaucoup l'odeur. Puis quand que je vis un gros moment stressant, là, ou quelque chose que je m'attendais pas à ça, c'est sûr qu'il faut que je me trouve un moyen comme aller peinturer ou... Il faut que je trouve de quoi, parce que oui, ça peut... Tu vas faire autre chose pour te changer d'idée. Exactement, parce que oui, c'est encore présent 20 fois, là. Ouais. OK. Bien, je pense que je pense que ça résume bien, mais tu as raison, tu as déjà entendu que c'est une maladie. C'est maintenant reconnu comme étant une maladie officielle, la dépendance. Choix répété, bien... C'est peut-être là que les membres entourage vont facilement se pencher à dire « Mais arrête, ça va être facile. Si tu arrêtes, tout va se placer. » Mais c'est pas le cas, c'est une maladie. Je peux pas te dire d'arrêter d'être diabétique. Je peux pas te dire d'arrêter d'être schizophrène. Je peux pas, tu sais. Ben non, c'est ça. Fait que la dépendance, c'est là. La beauté du truc, c'est que ça peut aller de mieux en mieux. Mais en effet, il faut garder nos... Les gens vont en thérapie, ressortent avec des moyens incroyables. Après ça, bien, c'est l'effort de le mettre en place, l'effort des fois c'est ça, d'avoir les bons réflexes quand la pression peut monter, l'envie, tout ça. Fait que oui, c'est traitable, c'est pas incurable, mais ça l'accompagne. Hein? On parle souvent d'un jour à la fois. Là, Bien, c'est vrai, puis on n'est jamais à la... C'est quoi les traumatismes qui vont nous arriver, les gros événements, à quel point, moi, je pense que ça touche tout le monde. Fait que même ceux qui disent « Ah, moi, ça m'arrivera jamais. » Jusqu'au jour où ça leur arrive. Je crois pas à ça parce que tu sais jamais ce qui t'attend puis ça va être quoi ton réflexe. Puis, tu sais, je pense que la dépendance, c'est vraiment la cause. Si tu consommes pas, tu connais assurément quelqu'un qui s'est arrivé. Donc, je pense que ça touche vraiment tout le monde. Est-ce que la consommation de nos jours commence de plus en plus jeune ou ça reste sensiblement la même tranche d'âge? Ou... Bien, ce qu'on remarque, là, puis encore là, c'est pas des données scientifiques, fait que chicanez-moi pas si c'est pas ce qui en sort, mais nous, ce qu'on constate sur le terrain, en effet, on l'observe quand même de plus en plus jeune. L'accès à l'information est de plus en plus jeune aussi. L'accès à la consommation, il y a tout, tu sais, Internet, ça a des bons côtés, ça en a des moins bons. Fait que oui, on le remarque de plus en plus jeune, mais aussi... au niveau des substances, il y a des substances que les jeunes consomment de plus en plus jeunes qui pouvaient se voir avant dans une tendance plus vers les adultes. Fait que c'est des constats qu'on fait. Là. Mais encore là, c'est pas une donnée scientifique, c'est ce qu'on voit, nous, dans les gens qu'on accompagne. Là. Ouais. Est-ce que l'État investit trop pour aider les consommateurs ou pas assez? Non.
Bien, ça revient au manque de services C'est qu'on ça. disait tantôt. Ouais. Tu sais, s'il y avait plus de sous, il y a moyen de faire plus de choses, d'être plus présent, d'être plus créatif aussi dans l'accompagnement. Tantôt, tu parlais de petits villages où, tu sais, c'est petit ici, C'est pas c'est gros. pas la même réalité que dans les grands centres où les gens, direct dans la rue, puis là, si ça marche pas un endroit, je m'en vais vers un autre organisme. Ici, les gens sont plus isolés, plus solitaires. On voit dans les données aussi que les gens consomment majoritairement seuls. Fait que c'est comment aller rejoindre ces gens-là aussi. C'est bien beau avoir un organisme, c'est la rue Cahouette, là. Mais tu sais, il faut que Non, les gens c'est viennent ça, à non, nous, tu sais. Fait que comment aller vers eux, tu sais, vous êtes là sur le terrain aussi, mais si les Oui. gens, vous les croisez pas, On les voit pas. fait que, tu sais, moi, je pense que plus il y aurait de l'argent, plus on pourrait être innovant, créatif, puis rejoindre encore plus de monde et puis en être encore plus présent. Fait que non, il n'y a pas assez d'investissement, assurément. Puis on l'a dit, c'est la cause de tout le monde. Fait que ça devrait être massivement comme mouvement, selon moi. Est-ce que vous trouvez qu'on juge trop sévèrement les drogues ou pas assez? C'est bien dit? Ça dépend, je pense. Ben, moi, je dis toujours, en tout cas, que quand je parle de consommation, que ce soit avec les plus jeunes ou les plus vieux, je veux pas le banaliser puis je veux pas le démoniser. Il faut avoir juste une discussion franche sur c'est quoi les substances, qu'est-ce qui peut t'arriver, les risques, c'est réel. Puis peut-être que des fois, tu te sens pas concerné dans ton jeune âge ou même tu sais, parce que tu consommes moins souvent, mais tout peut arriver. Fait que je pense que c'est comme on disait tantôt, il y a une partie qui est très banalisée, il y en a d'autres qui sont plutôt démonisées, mais l'important, c'est d'être capable de s'en parler, je pense, avec l'heure juste. Puis, ben voilà, tu sais, il faut être conscient du risque qu'on Oui. court à chaque fois qu'on consomme. Si les produits qu'il y avait il y a 20 ans sont plus ceux C'est d'aujourd'hui. Fait que, puis c'est vrai pour Ça a toutes les beaucoup années changé. d'avant, tu sais, ça a tellement changé. Fait qu'il y a aussi la fiabilité du produit qui, selon moi, c'est dur de dire qu'une consommation, c'est sans risque. Là. Ben, Le- Ouais, dans le premier épisode, on parlait du Oui. fentanyl. Là, Ouais. éventuellement, il y en a de plus en plus dans les drogues, surtout. Hein. Bien, il y en a plus qu'avant, assurément. Maintenant, il y a des moyens de le détecter, C'est mais ça, encore là, tu sais, c'est pas d'une fiabilité. Non. Puis c'est de recourir à ces moyens-là aussi que je pense qu'on est encore là pas assez présent pour pouvoir encore plus aller vers une avenue d'analyse de drogue, de s'assurer que si tu es pour consommer, ben fais-le avec le moins de risque possible et non pas pour banaliser puis dire consomme, de toute façon, il n'y a pas de risque. Il y en a quand même, la dépendance s'installe quand même, mais on pourrait peut-être le faire de manière plus sécuritaire. La drogue fait-elle maintenant partie de la société? Je sais pas. Je pense qu'elle a toujours fait partie de la société. J'allais dire la Ouais. même chose. C'est-tu déjà arrivé qu'elle en fasse Ouais. pas partie? Ben, je pense que... Ça remonte avant même mes parents, fait que... Ouais, c'est ça. C'est Ça là, remonte à loin, là. c'est là depuis longtemps, peut-être de manière différente, Ouais. avec des tendances différentes. Hein. C'est une roue qui tourne. Là. Il y a des modes qui partent, qui reviennent. L'accessibilité du produit aussi, mais je Je pense pense que c'est que... plus facile maintenant qu'avant. Ben, il y a beaucoup plus de modes de C'est communication, d'accessibilité, mais assurément que ça fait partie, des fois de manière cachée, isolée, des fois pas du tout. Fait que dépendamment, mais encore une fois, je me répète, mais ça touche tout le monde, puis c'est bien présent, là. Comment voyez-vous l'avenir de la consommation, je viens de le dire, dans la société? C'est pas ça que tu viens de lire? Non. Ça se ressemble à l'autre, hein? Ça ressemble à l'autre, mais c'est pas pareil. OK. Comment voyez-vous l'avenir de la consommation dans la société? Je vais te laisser répondre à celle-là, ouais. La question qui tue? Ouais. Ben moi, je trouve que ça fait un peu peur, dans le sens, on vient de parler là, on ne sait pas la fiabilité des produits, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Il y a de plus en plus de nouveaux mélanges, nouvelles substances. Fait que moi, je trouve ça inquiétant. On voit aussi des histoires dans les médias, mais tu sais, des décès, des fois, de combinaisons ou de jeunes qui ont consommé seuls. Fait que moi, je trouve qu'il n'y a rien de rassurant. On est loin d'une consommation douce et naturelle d'il y a plusieurs années. Là, on est vraiment ailleurs. Fait que, selon moi, puis tu sais, la société de performance, ça va vite. Tu sais, il y a une grande pression aussi que les gens vivent. Fait que, ouais, l'avenir de la consommation, moi, je la trouve pas très rassurante. Fait que ça va être de faire plus de sensibilisation le plus possible qu'on peut, Espérons. tout de notre côté. Espérons, oui.
Caroline, est-ce que tu peux nous rappeler des numéros de téléphone pour rejoindre le centre Doremi et l'adresse, s'il vous plaît? Ben oui, absolument. On est situé sur la rue Cahouette, 100 rue Cahouette, là, à côté des pompiers, des policiers. Donc, vous pouvez venir en tout temps. Là, on est ouvert de 8h à 20h à tous les jours. Sinon, nous rejoindre 24-7-418-335-3529. Sinon, via le site web aussi, là, il y a un petit bouton où on peut cliquer puis envoyer directement un message, là, puis on vous répond dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Et toi, Logan, as-tu un message d'espoir pour toutes les personnes qui aimeraient arrêter ou qui ont un problème de consommation? Puis parce que toi, tu t'es arrêté. Ouais. Puis ça, félicitations à toi. Oui, vraiment. Est-ce que tu as un message d'espoir? Je vous dirais vraiment d'y aller une étape à la fois. Puis même, encore, j'ai mon téléphone, là, qui ici est marqué, là, que ta santé mentale est importante, puis c'est un jour à la fois, puis s'il faut 1 heure à la fois, puis... Ça peut être une seconde à la fois. Ouais, une seconde à la fois. Fait que... toujours, il y a tout le temps quelqu'un qui est là. Tu sais, vous disiez un peu dans votre premier épisode, là, c'est vrai, il y a tout le temps... Des fois, tu penses qu'il n'y a plus personne, mais il y a tout le temps quelqu'un. Fait que puis lâchez pas. Lâchez pas. Ouais. Ben, merci à vous deux. Fait que gênez-vous pas, s'il y a quoi que ce soit, allez chercher de l'aide, c'est important. On parlait d'alcool tantôt, les services de raccompagnement sont vraiment là aussi pour ça. Fait que restez pas tout seul avec le problème de consommation. Allez voir Doremi, allez voir les intervenants qui sont là pour vous. C'est une super de belle place, ils sont super géniales, on les côtoie assez souvent nous autres. Fait que gênez-vous pas. Merci d'avoir écouté le podcast La Voix de la rue. On remercie nos commanditaires. La fromagerie La Bourgade et les pâtisseries Cakes. Fait que gênez-vous pas. Prochaine émission, ça va être sur la santé mentale. Fait un gros merci tout le monde. Merci à beaucoup. Caroline. Merci Logan. la gang. Merci Bye, bye. à vous. Merci. Bye.